Eh bien, bonjour à tous et à toutes et à tous plutôt. Merci de votre venue parmi nous. Merci aussi au docteur Doria et à Madame Seto-Rose d'avoir accepté notre invitation et de venir partager avec nous nos questionnements sur la coordination de greffe, particulièrement et avec la coordinatrice de transplantation. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Doria, qui est pneumologue dans le service de pneumologie et de transplantation pulmonaire à l'hôpital Marie-Lane Long au Plessis-Robinson, ainsi que Madame Carole Setour-Rose, qui est coordinatrice transplantation aussi à l'hôpital Marie-Lane Long au Plessis-Robinson. Donc, le thème que nous allons aborder aujourd'hui est le rôle de la coordination de greffe avec la coordinatrice de transplantation. Donc, parmi nous, nous avons 4 greffés, 6 personnes ayant passé le bilan pré-greffe, dont une qui est inscrite sur liste d'attente. Donc, docteur Doria, Madame Setour-Rose, à nouveau, merci d'avoir accepté de nous éclairer sur le rôle de la coordinatrice de transplantation et du temps que vous nous accordez. Je vais vous poser déjà, pour rentrer dans le vif du sujet, 3 questions qui permettront de lancer le débat et qui permettront aussi, au cours de notre discussion, de donner la parole aussi aux personnes ici présentes qui pourront vous poser toutes les questions qui se posent justement sur le thème d'aujourd'hui. Donc, pour quelles raisons au sujet nous pouvons appeler la coordinatrice quand nous avons fait un bilan pré-greffe, mais que nous ne sommes pas sur liste d'attente? Ça, c'est une des questions que beaucoup se posent. La deuxième question, quand nous sommes inscrits sur liste d'attente, est-ce la coordinatrice ou le pneumologue qui suit notre admission et qui nous informe tant au niveau du délai d'attente et tant au niveau aussi situation psychologique de la personne? Et après la greffe, c'est le moment où le patient a le plus besoin, évidemment, de réponses à toutes ces questions relatives au traitement et aux effets secondaires. Comment doit-il agir? Donc, je vous laisse la parole. Oui, donc, alors juste en introduction, et bien sûr, c'est Carole qui répondra à toutes les questions. Non, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que l'infirmière de coordination de greffe, c'est vraiment la pierre angulaire de tout service de transplantation. Tous les centres de greffe, une dizaine de centres en France, ont tous un secteur avec une ou plusieurs infirmières de coordination et c'est elles qui vont faire le lien entre le patient et le médecin. Il n'y a pas actuellement, vous devez savoir qu'il existe des infirmières en pratique avancée. Il n'y en a pas actuellement en transplantation pulmonaire, mais probablement que dans les années qui viennent, il va y en avoir. Et justement, le rôle donc, de l'infirmière de coordination de greffe, c'est de suivre le patient tout au long de son parcours, avant la greffe, que ce soit lors du bilan, pendant la période d'attente et après. Carole, je te laisse peut-être répondre à la première question qui était avant même qu'on soit inscrit, si je me rappelle bien, c'est-à-dire quand on est en cours de bilan, est-ce que l'infirmière de coordination de greffe a un rôle à jouer ou pas? Carole? On a un rôle important à jouer avant le bilan et en cours de bilan, car on apporte des informations sur le bilan en lui-même, pré-greffe, et toutes les informations sur le futur, c'est-à-dire du pré-greffe, du pendant, en fait, comment ça se passe pendant la greffe, et aussi le post-greffe. On évoque fortement le post-greffe lors du bilan pré-greffe. C'est important parce qu'il faut savoir où est-ce qu'on va et pour avoir en fait comment dire, l'adhésion totale du patient
jusqu'au bout. As-tu bien répondu à la question? Si. Et même quand on n'est pas inscrit, puisque je crois que c'était un petit peu ça Oui, que nous ne sommes pas sur liste d'attente. Voilà, tout à fait. Quand on n'est pas sur liste d'attente, mais qu'on est dans le cadre d'un projet de transplantation éventuel ultérieur, les infirmières de coordination de greffe ont un rôle majeur à jouer. Et on continue quand même l'information sans trop s'avancer puisque la décision médicale n'est pas prise. Mais il y a ce rôle d'accompagnement du patient jusqu'à une décision de transplantation ou pas. Et l'infirmière de coordination de greffe a un rôle à jouer. Et ça, dans tous les centres, pour bien connaître 2 autres centres de transplantation, l'attitude des différents centres est exactement la même. Donc, quelles que soient les questions que l'on peut se poser quand on a fait un bilan pré-greffe et que nous sommes éligibles à la greffe, non pas sur liste d'attente. Donc, on peut appeler l'infirmière de coordination pour quelques questions que l'on peut se poser. Est-ce qu'on doit avoir un suivi particulier auprès de l'infirmière de coordination ou pas? Alors, un suivi, tout dépend de la demande du patient, mais on a des patients qui sont beaucoup plus demandeurs et qui se posent beaucoup plus de questions peut-être que d'autres, ou qui ont besoin d'avoir des rappels. Et nous, on est tout à fait aptes et avec plaisir, on répond aux questions. Il ne faut pas partir sur un tel projet en se posant des questions, en fait. Donc, nous, on est là pour répondre aux questions, quitte à redonner les informations, faire des redites. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le principal, c'est que nous, on est un bon relationnel avec le patient bien avant la greffe elle-même. D'accord. Et par contre, ça sort un petit peu du sujet, mais il ne faut quand même pas sauter de l'esprit qu'on est quand même, en fait, et c'est souvent le problème chez les patients, qu'ils ont l'impression d'être suivis dans 2 centres ou d'être lâchés ou par le centre qui adresse à la greffe ou par le centre greffeur qui pense que le centre adresseur s'occupe du patient. On peut très bien être suivi dans 2 centres pour des projets différents. L'un pour la maladie initiale qui est la fibrose, dans les centres de compétences de fibrose, et être suivi en parallèle en vue d'une éventuelle transplantation. Alors, mais les examens sont à peu près les mêmes. Quand vous êtes suivi par votre pneumologue référent et le pneumologue de transplantation, les examens sont pratiquement les mêmes pour la transplantation que pour le suivi de la fibrose pulmonaire. C'est-à-dire que quand on vient dans le centre de transplantation pour être suivi par le pneumologue transplantation, il nous fait des EFR, les tests de marche. Est-ce que les deux sont utiles ou complémentaires? Les 3 examens qui sont faits systématiquement pour les centres de fibrose, c'est le scanner, les EFR, le test de marche. Et pour le bilan pré-transplantation, il y a ces 3-là. Et puis, il y a tous ceux à côté, les examens à visée cardiovasculaire. C'est en effet souvent pas utile de répéter les EFR et le scanner. Mais parfois, d'un centre à l'autre, on a du mal à transférer les images. Donc, parfois, il y a malheureusement quelques examens supplémentaires qui pourraient être parfois évités. D'accord. Et donc, alors pour répondre donc à la deuxième question, quand nous sommes inscrits sur liste d'attente, est-ce que la coordinatrice et ou vous, le pneumologue, est-ce que c'est vous qui suivez notre admission? Est-ce que c'est vous qui nous informez tant au niveau délai, quand? Est-ce que vous savez à peu près quand? Est-ce que ce sera dans 3 mois, dans 2 mois? Suivant la disponibilité d'un greffon compatible, bien sûr. Est-ce que ça, c'est un délai, le délai maximum est de combien? Est-ce que… Je vais répondre. En fait, il n'y a pas vous savez que le système de répartition des greffons en France est un système de rotaliste, en fait. C'est-à-dire que le greffon est attribué à un centre et non pas un patient. Contrairement à d'autres organes, c'est le seul organe. Pour la transplantation cardiaque, c'est attribué au patient. Pour le rein, c'est attribué au patient. Et pour le foie, à un score de gravité, donc à un patient. Pour le poumon, c'est différent.
c'est attribué à un centre et quand un centre accepte un greffon, ça passe en dernière, il passe en dernière position. Donc, en fait, quand on a une proposition de greffon, après, dans notre liste d'attente, chaque centre raisonne de la même façon, le greffon va en général à un patient puisqu'il y a l'accessibilité immunologique, la taille, le virus, le groupe sanguin et le type de transplantation. Donc, en fait, c'est toujours difficile de prédire le délai d'attente d'une greffe. On a des statistiques, c'est-à-dire qu'en moyenne, en France, le délai moyen d'attente est de 3 mois et demi. Pour le poumon, je parle, évidemment. Bien évidemment, si quelqu'un mesure 1,52 m et d'un groupe rare, ou 1,95 m et d'un groupe rare, bah, le délai d'attente va être beaucoup plus long. Donc, nous, on explique aux patients si le délai d'attente va être autour de cette moyenne ou très au-delà. Mais en fait, souvent, il y a une confusion de la part des patients qui pensent être sur liste d'attente avec un ordre défini. Je suis en 10e, est-ce que le premier a été greffé, le deuxième, et de remonter sur la liste. Et en pratique, c'est pas ça. Donc, c'est toujours très difficile pour les pneumologues de vous informer sur ce point-là. Donc, on explique en fonction de la morphologie, de l'existence d'anticorps, du groupe sanguin, le délai prévisible, mais on ne le connaît pas. Et ça, c'est plus au médecin qu'à l'infirmière de coordination. D'accord. Donc, du coup, Carole, ma question suivante, c'est est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle précisément dans sa globalité que vous avez auprès des patients qui sont en attente de greffe? Alors, quand le patient est sur liste de greffe, on est là encore pour répondre aux questions. Vous pouvez nous appeler sans problème s'il y a un changement dans votre situation. Alors, ça peut être une situation, voilà, un déménagement, des choses comme ça, ou médicales. Comme ça, si votre état s'aggrave, on peut avertir le médecin, on peut alerter. Ça peut être ce genre de situation-là. S'il y a des questions qui réapparaissent sur la greffe elle-même, on répond. On fait un lien en fait avec le pneumologue pour répondre au mieux à vos questions en fait. Et est-ce que vous êtes en contact avec le médecin traitant? Non. Non. Donc, pour toute autre pathologie que le patient pourrait avoir, donc il va voir son médecin traitant. Il vous appelle d'abord ou vous le conseillez d'aller… Comment on fait? Par exemple, je vous prends un exemple qui est assez d'actualité. Si par exemple vous attrapez le Covid pendant votre attente de greffe, ça je pense qu'on l'a soulevé à chaque fois, il faut bien sûr appeler les coordinatrices. Comme ça, nous, on prévient les pneumologues et on peut vous mettre en CIT le temps donc en contre-indication temporaire, le temps de régler l'infection. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'on gère en collaboration avec le pneumologue. Alors là, que l'on soit greffé ou en attente de greffe, ou là, juste greffé? Juste en attente, là, on parle de l'attente de greffe. D'accord. Et pour les greffés? Alors, pour les greffés, c'est autre chose. Il n'y aura pas de CIT, ce n'est pas une contre-indication à la greffe, bien entendu, vu qu'ils sont déjà greffés. Mais bien entendu, on avertit le pneumologue pour s'il y a une infection quelconque, hein, s'il y a un signe d'alerte aussi, que ce soit un essoufflement, une toux, de la fièvre, enfin, etc. Et bien entendu, en collaboration avec le pneumologue, on agit, soit on vous envoie aux urgences quand c'est vraiment très urgent, soit on peut avancer un rendez-vous. Enfin, il y a plein de possibilités possibles et on est là pour vous aider dans ces situations-là. D'accord. Donc, et après la greffe, donc, parce que là, après la greffe, c'est le plus important, évidemment, parce que c'est beaucoup plus sensible au niveau de la personne qui se pose des questions relatives à ses traitements et aux différents effets secondaires. Donc là, est-ce que c'est vous qui intervenez quand il l'appelle, qui le dirigez? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller
aux patients qui sont greffés de comment agir, qui appeler, comment faire. Parce que beaucoup se posent la question, ils se retrouvent un peu, on ne va pas dire isolés bien sûr, mais ils se retrouvent un peu à ne pas savoir quoi faire et ils peuvent se trouver aussi en panique. Je comprends très bien. C'est pour ça qu'avant même la sortie de l'hôpital, on fait de l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire qu'on essaye que les patients sachent et connaissent au mieux leur traitement et qu'ils connaissent les effets secondaires qui en découlent, enfin, qui peuvent en découler, et tout ce qui est, comme je vous disais, les signes d'alerte. La fièvre, un essoufflement, de la toux, des signes digestifs. Donc, on apprend au patient avant même de sa sortie sur quoi il peut s'alerter pour nous appeler. On redonne nos numéros de téléphone et de quoi nous joindre en journée, la semaine, et aussi un numéro d'urgence en cas pour les week-ends et les jours fériés et la nuit. Mais en fait, il ne faut pas que le patient se sente isolé. Il y aura toujours une réponse en fait apportée. C'est pour ça qu'on parle de pierre angulaire, mais c'est aussi comme un référent. Enfin, je me sens un peu comme ça parce qu'on peut nous appeler, mais bien entendu, on donnera une réponse. Si je ne peux pas la donner tout de suite, je rappelle parce que ça veut dire que je vais en référer à mon médecin pour avoir la meilleure réponse possible pour le patient. D'accord. Merci. C'est clair. Oui, c'est très clair. Donc, enfin, je pense que les personnes qui sont… Je me permets d'intervenir Vas-y, Jacques, je t'en prie. Pour confirmer tout ce que vient de dire Carole, puisque moi, j'ai été transplanté à Bar-et-Lannemlon et donc j'ai pas l'habitude, mais à plusieurs reprises, j'ai eu les infirmières coordinatrices et notamment Carole. Et je confirme donc tout ce qui vient d'être dit. L'éducation thérapeutique avant la sortie, effectivement, on a l'impression d'être à l'école. Hein, on nous donne les médicaments, on nous apprend et ça, c'est pourquoi et c'est quand vous allez le prendre. Et bon, on est à l'école et il faut apprendre à utiliser tous les médicaments que l'on va devoir prendre. Et il faut en prendre connaissance et ça permet de devenir acteur de sa maladie, quoi. Enfin, c'est pas une maladie, puisque théoriquement, on ne l'a plus, mais acteur de son problème. Et je confirme qu'effectivement, on a régulièrement des examens, des prises de sang, etc., pour contrôler les dosages d'antirejets, etc. Et être acteur, c'est aussi savoir contrôler les résultats que l'on a sur les prises de sang. Pour ma part, moi, je sais que j'ai tendance à regarder, à avoir mon propre suivi sur ce qui se passe. Et quand il y a quelque chose qui m'échappe ou que je ne comprends pas, parce que je ne suis pas médecin, hein, c'est loin de là, donc je n'hésite pas à contacter Carole ou Alexandra, en l'occurrence, pour avoir des renseignements, parce qu'effectivement, c'est la pierre angulaire et elles n'ont pas toutes les réponses. Souvent, elles les ont quand je me pose des questions, mais parfois, non, je ne vous réponds pas tout de suite, je vais contacter le pneumologue et je vous réponds après, et la réponse vient très rapidement. Et il arrive aussi parfois que je n'ai pas à poser de questions, mais d'avoir directement, c'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps avec Carole, que les résultats de la prise de sang lui étant parvenus, elle m'appelle pour m'informer de ce qui s'est passé sur ces résultats. Donc, c'est vraiment le lien entre l'hôpital et le patient et de manière à ne pas avoir à contacter les médecins ou d'autres. Voilà, je crois que le terme de pierre angulaire, c'est vraiment le bon terme. Voilà, je me tais. Merci Jacques. Non, mais c'est très bien. Ton témoignage permet d'être entendu aussi auprès d'autres patients qui regarderont cette vidéo. Donc, ce sont de très bonnes réponses parce que je pense que ça se passe dans tous les centres de transplantation de la même façon. Docteur Doria, je suppose. Oui. Alors, c'est sûr qu'il y a des petites variations d'organisation dans chaque centre, mais
mais la coordination de transplantation existe dans tous les centres et le rôle est le même dans tous les centres. Je crois que c'est justement peut-être pas assez connu en fait. Alors, les programmes d'éducation thérapeutique sont présents dans tous les centres de transplantation depuis plus ou moins longtemps en fonction des centres et c'est une activité qui va aussi augmenter et qui est extrêmement importante. Avant, on va dire, il y a quelques années, en effet, les greffés appelaient directement le pneumologue. C'est moins possible maintenant parce que, et tant mieux, mais les résultats de la greffe s'améliorent. Il y a de plus en plus de patients suivis, greffés en France. Il y a plus de 2500 patients qui vivent avec un greffon pulmonaire. Donc, c'est vraiment très bien. Et donc, il va y avoir une augmentation du nombre d'infirmières de coordination et de coordination. Et ce qui est important aussi, c'est que au départ, c'est toujours difficile. Au départ de la greffe, quand on rentre chez soi, d'accord, on maîtrise les médicaments, mais en fait, on est perdu. C'est-à-dire qu'il faut se débrouiller avec sa nouvelle vie et il ne faut pas hésiter à appeler les infirmières de coordination. Il n'y a pas de questions bêtes. Il y a des questions que nous, on ne sait pas poser. C'est différent. Et il faut vraiment pas hésiter et même si les questions parfois sont répétées, à un moment le patient arrive à se gérer, pas tout seul, hein, c'est pas vrai, mais presque. Oui, c'est ça ce que dit Carole, c'est que c'est pas seulement pour les traitements, c'est pour je sais pas, des questions de diététique, de psychologie, de sport, de piscine, ou d'un seul coup, en fait, des questions nouvelles arrivent au fur et à mesure qu'on maîtrise notre corps et la greffe. Oui, la vie au quotidien, quoi. Exactement, c'est évolutif. Les questions du début, de la sortie de greffe sont des questions essentiellement médicamenteuses pour pas faire de bêtises, pour être sûr qu'on tolère bien, que voilà, j'ai oublié une fois, est-ce que c'est un drame, et puis au fur et à mesure de la greffe, d'autres questions arrivent et les infirmières de coordination sont capables de répondre à beaucoup de questions et pas que les médicaments et les EFR. Elles ont une compétence qui est très, très large. D'accord. Et au niveau questions générales des patients qui vous appellent, les questions qui reviennent le plus souvent sont lesquelles? Si on peut répondre à d'autres personnes via votre expérience. C'est très varié en fait. Dans la même journée, ça peut être sur les traitements, mais ça peut être sur je ne me sens pas bien ou sur des signes voilà, qui les alertent. Et donc, du coup, nous, on est aussi là pour les rassurer et les guider. Mais ça peut être aussi, en fait, ça dépend. Des fois, il y a des effets aussi de saison et de mode, mais voilà, quand il y a une épidémie, quand le Covid remonte, on a plus de questions sur le Covid, sur la vaccination, sur voilà. Donc on répond, voilà. Ça peut être varié, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est sorti il n'y a pas longtemps d'hospitalisation suite à sa greffe et qui est un peu perdu, mais c'est plutôt psychologiquement perdu. Et donc, à ce moment-là, nous, on va les aiguiller vers une prise en charge psychologique au sein de Marie-Noël avec nos psychologues. Ça peut être voilà, des retours à la maison qui sont un peu difficiles, mais surtout parce qu'ils sont un peu perdus, parce que c'est une autre, comme disait le docteur Doria, c'est une autre façon d'être. Ils sont une autre façon de s'approprier ce nouveau corps, en quelque sorte, cette nouvelle façon d'être. D'accord. Voilà. Je vais demander à Ludovic si tu as une question à poser. Ludovic est greffé aussi jeune. C'est un jeune greffé. Il est toujours là, Ludovic, parce que je ne vois pas tout le monde à l'écran, là. Si, je suis là, Françoise. Oui. Déjà bonjour, j'ai pas eu l'occasion de dire bonjour à tout le monde, donc bonjour quand même. Et puis, effectivement, moi, ce que j'avais comme question, c'est plus les différences entre les différents centres. Parce que moi, j'ai été greffé à Nantes, et je voulais savoir un petit peu si vous avez des liens avec les autres centres de coordination, que ce soit dans la région, soit en France. Votre question, c'est entre… Vous aviez des liens avec les autres centres de greffe, soit dans votre région, soit en France?
Alors, d'un point de vue, je vais peut-être, vous me dites si je réponds à votre question, hein, n'hésitez pas à me couper. Alors, on n'est que 10 centres de transplantation en France, on se connaît tous très bien et on a de très bonnes relations tous entre nous. Et on a des réunions. Alors, il y a des réunions type congrès médicaux, dont celui du week-end prochain, mais on a des réunions Zoom. Excusez-moi. Et ça a été un peu l'apport du Covid, mais on a créé des réunions Zoom sur différents sujets. Et dès qu'on a un sujet qui nous préoccupe, eh ben, on lance une réunion et on se réunit la semaine d'après avec tous les centres. Donc, ça va évidemment du Covid, on a des réunions de transplantation cœur-poumon difficile, quand on se pose des questions sur des patients en pré-transplantation où on ne sait pas, on demande l'avis aux autres centres, qu'est-ce qu'eux auraient fait, avec beaucoup d'humilité automatiquement. Et c'est extrêmement intéressant. Donc, oui, on a des vraies relations entre tous les centres. Et on s'entend plutôt bien. Enfin, on a vraiment des bons contacts. On sait qu'à tel endroit, ils font plus d'emphysème, de fibrose. On appelle, on s'appelle entre nous vraiment. Il n'y a pas de problème pour la gestion des anticorps. Et bien évidemment, du Covid, on a été extrêmement solidaires et on s'est très souvent réunis au moment de l'infection par la Covid. Donc ça, c'est plus d'un point de vue médical. Et d'un point de vue de la coordination de greffe, je laisse Carole répondre. On l'a évoqué parce que ce serait très intéressant de partager, mais pour l'instant, le peu de retours qu'on a eu n'était pas très concluant. Mais c'est un projet, en fait. C'est un projet d'essayer d'avoir l'expérience des autres centres au niveau de la coordination. Enfin, au moins des infirmières coordinatrices. Merci beaucoup. On a répondu à ta question, Ludovic. Tu en as Oui. une autre? Non, je crois que Jean-Michel avait une question, lui. Oui. Ouais, j'avais une petite question deux petites questions pour Carole, pour bien comprendre. En fait, j'ai du mal à imaginer le nombre de patients, par exemple, qu'avec votre collègue à Marie-Lannelongue, ça représente, vous êtes la pierre angulaire, mais j'ai du mal à voir c'est quoi, c'est 10 patients, c'est 100, c'est plus. On a une cohorte en fait de 450 patients. Et heureusement, ils n'appellent pas tous le même jour, sinon ça serait difficile. Mais voilà, on va dire qu'on a à peu près 50 coups de téléphone par jour, sans compter les mails et les consultations. C'est beaucoup. Ça, c'était ma première question. Ma deuxième, elle est peut-être un petit peu plus personnelle. Alors, si ça vous gêne de répondre, c'est pas grave. Mais j'avais envie de demander comment on devient infirmière de coordination greffe. Est-ce que c'est par hasard? Est-ce que c'est parce que c'était votre premier poste? Est-ce qu'il y a un parcours personnel derrière qui vous a amené à… Je peux être très transparente vis-à-vis de mon parcours. Moi, ça fait 23 ans que je suis infirmière, mais donc pas 23 ans d'infirmière de coordination, bien entendu. J'ai fait la moitié, on va dire, ça va faire 2 ans que je suis coordinatrice de transplantation. Avant, j'ai fait la moitié aux urgences et je sors de 10 ans de réanimation à Marie-Lannelongue. Et donc, j'ai été un peu baignée dans la transplantation en réanimation. Et la volonté de changer, d'approfondir la greffe m'a amenée à la coordination de transplantation. Voilà. Donc, il y a en fait des infirmières de coordination comme ça pour les autres organes aussi. Comment c'est organisé? Parce que vous ne faites que la partie pneumologique. Oui. Donc, il y a l'équivalent, j'imagine, s'il y a d'autres types de greffes qui sont… À Marie-Lannelongue, il y a une coordinatrice pour la transplantation cardiaque. Mais oui, dans chaque centre, il y a des coordinatrices, mais spécifiques à sa transplantation. En fait. Il n'y a pas d'infirmière de coordination de greffe de plusieurs organes.
Il y a des coordinatrices de greffe hépatique, il y a des coordinatrices de greffe cardiaque. Mais c'est pareil, ça a déjà été discuté à l'Agence de la biomédecine sur l'intérêt ou pas d'avoir des coordinatrices de transplantation au sens large. Et donc, elles suivent 450 patients, mais il faut ajouter les patients en attente sur liste et les patients qui sont en cours de bilan. Donc, elles sont énorme. C'est énorme. Ouais. Et le nombre d'infirmières de coordination de greffe est variable d'un centre à l'autre, mais oui, c'est beaucoup. Et si je peux compléter, pour Jean-Michel, quand on a contact avec les infirmières coordinatrices, on n'a pas vraiment du tout l'impression d'être un parmi 450. On a l'impression d'être le seul patient dont elle s'occupe. Donc voilà, je voulais juste compléter ça, puisque sans doute qu'elle ne l'aurait pas dit. Mais on a vraiment l'impression d'un suivi presque personnalisé. Et c'est assez impressionnant. Donc pour ça, merci. Merci à vous. Il faut avoir une force mentale, on va dire, pour pouvoir travailler toute la journée en donnant une impression de sérénité pour rassurer les patients, si je comprends bien. Parce que vous devez avoir un stress intérieur énorme. Il y a des alternatives pour lever la soupape de temps en temps, ne vous inquiétez pas. Non, mais c'est tellement intéressant et c'est tellement varié. C'est varié, c'est intéressant et puis voilà, c'est un échange. Et si on n'aime pas les échanges, on ne fait pas ce métier-là. On est d'accord. Et si on n'aime pas les gens, on ne fait pas ce métier-là. Pascal Fresnel, là, qui est greffé aussi. Je dis le nom parce qu'il y a deux Pascal. Donc, Pascal, si tu veux poser une question, tu peux. Oui, alors moi j'ai une question. J'ai été greffée il y a 11 mois, donc fibrose pulmonaire. Et en fait, j'ai été pris en super urgence. Parce que là, je pense que c'est une exacerbation, même si ça n'a pas été verbalisé non plus. Et ma question est, pourquoi attendre qu'on soit vraiment très, très, très mal, parce que j'en ai discuté avec la coordinatrice et la psychologue, pour être greffé, en fait. C'était ça ma question. Voilà. Alors, c'est un peu difficile comme ça de répondre à brûle pourquoi, parce que je ne connais pas bien votre histoire. Mais donc, je ne sais pas si vous étiez inscrite sur liste avant et que vous avez attendu, je ne sais pas, 4 mois, 6 mois, 9 mois et que votre état s'est aggravé et que le centre qui vous a transplanté vous a inscrit en super urgence, ça, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est votre histoire un petit peu. Oui, en fait, j'ai fait mon bilan fin décembre. Ça a été validé donc, sur liste. Tout de suite après, au vu de mon profil, j'ai été validé 3 jours après. Et en fait, mon état s'est dégradé assez rapidement, courant janvier et en février. Alors là, ça a flambé, quoi. Oui, c'est la super urgence qui a débuté en 2007, c'était un peu pour justement que des patients aussi graves que vous puissent quand même bénéficier de la transplantation. C'est-à-dire que vous avez été inscrit en mode conventionnel et entre votre inscription et la greffe, il n'y a pas eu de greffon disponible pour vous dans votre centre. Et votre maladie s'est aggravée très vite et c'est aussi le problème de la fibrose pulmonaire, hein. C'est qu'on ne connaît pas l'évolution, on sait qu'elle peut s'aggraver lentement, qu'elle peut s'aggraver très rapidement, qu'elle peut s'aggraver par marche d'escalier un petit peu et c'est très difficile la date d'inscription est très difficile à juger, ça dépend de l'évolution mais on n'a souvent pas beaucoup de recul. Ça dépend de l'accès à la greffe aussi. Des fois, on inscrit les patients un peu plus tôt que d'autres parce que l'accès à la greffe est limité.
Et la Super U pour la nommer comme celle-ci, elle sert justement à sauver des gens dont la vie est en danger dans les jours qui viennent. C'est le problème et c'est très difficile pour les centres aussi, je parle des centres de fibrose et les centres transplanteurs, de bien définir l'heure d'inscription sur liste. C'est une vraie question qui n'existe pas dans d'autres pathologies. Et c'est pour ça qu'on fait souvent le bilan pré-greffe tôt dans l'évolution de la maladie. Dans l'hypothèse où il y ait une exacerbation ou une aggravation très rapide et qu'on puisse vous greffer de préférence sans la procédure de super urgence. D'accord. Et dans le cas de la fibrose, donc, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été dans mon cas, ou c'est vraiment assez banal, banal. Est-ce que c'est courant ou pas? C'est ma question. Oui, c'est alors courant, on sait que ça peut arriver, on va dire. Il y a en France, alors je ne voudrais pas dire de bêtises sur les chiffres, mais c'est 20% à peu près de greffes qui sont faites en super urgence. D'accord. Dans les 20%, il y a, on va dire la moitié, c'est pour l'hypertension artérielle pulmonaire, et l'autre moitié, c'est pour essentiellement des fibroses pulmonaires. Moi, ça m'est arrivé. Abdelazim, tu veux prendre la parole? Oui, parce que ça m'est arrivé la même chose que Pascal, à peu près. J'étais en super urgent aussi, opéré. Donc, j'avais la fibrose pulmonaire idiopathique, et c'est vrai que ça dégradait d'un coup. J'étais en détresse respiratoire, je n'arrivais plus à respirer. Et là, il y avait les pompiers qui sont venus me chercher. Bon, j'ai resté à l'hôpital à Annecy, après je suis parti à Lyon. Et c'est le centre qui me suivait depuis longtemps, pour la fibrose comme pour la greffe. Mais je pense aussi que la fibrose, c'est aussi un service à part dans l'hôpital, mais ils sont en relation tout le temps pour savoir le moment pour faire la greffe ou préparer à la greffe. Moi, j'avais commencé à faire le pré-greffe, et puis juste j'ai fini le pré-greffe, que j'ai commencé à avoir des problèmes respiratoires assez récurrents. Et puis tout d'un coup, c'est venu un jour, j'arrivais même pas à me lever de mon lit. Donc j'étais en détresse respiratoire vraiment. Et on m'a mis l'oxygène à 100%, donc j'arrivais plus à respirer. À l'hôpital, on m'a mis dans le coma artificiel donc, pendant 2 semaines. Donc 2 semaines, je savais même pas qu'est-ce qui se passait autour de moi, donc j'étais vraiment en détresse en coma. Et c'est à la suite, quand ils ont trouvé la greffe, que ça a été rapidement, à peu près 1 mois. Mon problème respiratoire, parce que j'ai resté à l'hôpital longtemps. En fait. Et c'est vrai que là, maintenant, ça va un peu mieux. Mais par contre, je voulais aussi poser les questions aux coordinatrices de greffe, parce que je me demande comment ils gèrent les patients qui sont sur place et puis les patients qui sont rentrés chez eux et puis ils téléphonent de temps en temps pour aussi demander des renseignements ou bien pour, par exemple, les dosages des médicaments, des choses comme ça, des analyses, même pour les rendez-vous. Après, la deuxième question, oui, justement, est-ce qu'ils trouvent le temps d'être disponible au téléphone tout le temps? Parce que c'est quand même pas évident. Parce que moi, j'ai vu qu'à l'hôpital, ils sont toujours en train de travailler dans le service. Donc, il y a toujours de plus en plus des personnes greffées. Ils interviennent aussi dans l'hôpital aussi. Et en même temps, à l'extérieur. Alors, je ne sais pas si c'est exactement la même chose dans tous les centres, mais je sais qu'on essaye de... On est situé, notre base dans l'hôpital est située près en HDJ greffe. Il y a un parcours pour les patients. Donc, ceux qui viennent sur place, ils peuvent venir et entrer dans le bureau quand ils veulent, nous solliciter, vous poser des questions.
pour voir avec eux s'il y a des choses à régler, voilà. Donc, on est toujours disponible sur place et par téléphone, ceux qui habitent loin, pardon, on répond aux questions, mais on est assez disponible. C'est-à-dire que même le vendredi ou après-midi où on est en staff ou forcément en staff, on a 20 appels, et ben si je ne peux pas répondre aux 20 appels pendant le staff, j'ai les listes des numéros, je rappelle les gens après le staff. Donc, il n'y a pas de… Voilà, on essaye d'être le plus disponible possible au téléphone, de ne pas laisser les gens appeler dans le vide, quoi. Je ne sais pas si je réponds à votre question. C'est vrai qu'il y a des moments où on ne trouve pas quand même, on n'arrive pas à rejoindre. Par exemple, dans l'après-midi, parce que je pense qu'ils sont dans les services en train de travailler. En fait, nous, on est complètement détachés. Je ne pense pas que ça se passe exactement de la même façon dans votre centre et dans le centre de Marie-Lannelongue, parce que nous, on est vraiment détachés. On ne fait que de la coordination. On est là que pour les patients, que ce soit les patients à l'hôpital qui viennent en consultation, enfin en HDJ greffe, ou que ce soit les patients qui nous sollicitent par téléphone ou par mail. Donc, nous, on fait notre travail de toute la journée. Effectivement, on monte dans les étages pour aller voir les patients lors des bilans pré-greffe ou en éducation thérapeutique, mais on n'y va pas à deux. C'est-à-dire que quand il y en a une qui est dans les étages, auprès des patients, souvent d'ailleurs, on transfère notre ligne à notre collègue pour être le plus à l'aise avec le patient. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, tout à fait. Merci. Merci. Je vous admire beaucoup. C'est vrai que vous faites un travail pas facile. Et puis surtout, moi, quand je vais là-bas, je rencontre des anges là-bas. Parce que c'est vrai qu'ils m'ont sauvé un peu la vie quelque part. Et puis, c'est grâce à eux qu'on est là, en train de vous parler. Merci. Merci, Abdelazim. Pascal Anglade, tu voulais poser une question tout à l'heure? Micro. J'y arrive. Voilà. Non, mais finalement, tout ça a été dit. Et bon, à Toulouse aussi, je suis suivie par 2 infirmières. Et rien à dire, elles sont impeccables. et merci à elles de faire ce métier. Donc voilà, c'est tout. Christian, vous aviez une question? Du tout. Moi, j'ai fait mon entretien famille hier, donc avec le responsable greffe et ensuite l'infirmière de coordinatrice. D'accord. Voilà. Merci, Christian. Et Fabrice, il nous reste Fabrice, que vous connaissez peut-être d'ailleurs à Marie-Lannelongue. Oui, bonjour. Bonjour, Carole. Que je connais un peu maintenant. Vous aviez une question particulière, Fabrice, à poser? Rien de particulier. Bon, ça fait 4 mois là que je suis inscrit, voilà. Donc, je suis dans les… Enfin, c'est à peu près la moyenne, vous m'avez dit tout à l'heure, là, à peu près. Mais je vais bien là, pour l'instant. Je fais mon sport avec oxygène, mais sinon, au repos, je n'ai pas besoin d'oxygène. Mais voilà. Bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le… Si quelqu'un veut ajouter quelque chose, sinon on va peut-être libérer le docteur Doria parce que je sais qu'ils sont quand même très occupés. Donc voilà. Je peux juste ajouter une remarque. Au niveau de la coordination, on a parlé tout à l'heure des questions que se posent les gens qui sont greffés. Quand ils viennent d'être greffés, que les questions sont souvent médicamenteuses, autour des médicaments. C'est vrai qu'au bout d'un moment, moi ça fait presque 6 mois que j'ai été transplanté, on finit par prendre un rythme de gestion des médicaments. Et après, il y a d'autres sujets de préoccupation qui interviennent.
que l'on ne se posait pas forcément auparavant, puisqu'on prenait énormément de précautions, c'est les relations avec les gens, c'est les relations avec les autres, avec sa famille, avec ses amis. Est-ce que je peux sortir, aller dîner chez des amis? Est-ce que je peux recevoir mes enfants? Voilà, c'est ce genre de questions qu'on se pose. Tout récemment, j'ai reçu, on les reçoit fréquemment. Mon petit-fils, il a 20 mois, il avait une gastro. Voilà, il passe forcément dans notre esprit le fait de se dire est-ce que je vais attraper sa gastro ou pas? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on prend des précautions, mais si le lendemain, on digère mal quelque chose pour X raisons, on va forcément se dire ah, ça y est, je l'ai attrapé, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois appeler à Marie-Lanelongue? Est-ce que je ne dois pas? Voilà, c'est ce genre de phénomène qui arrive après la phase gestion des médicaments. Et ça, c'est moi, je n'ai pas appelé encore pour ce genre de choses, mais je pense que c'est ce genre de questions après qui viennent à l'esprit des gens qui ont été greffés depuis un petit moment. Voilà. C'était une simple réflexion comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si, non, mais c'est une très bonne réflexion, en effet. Et puis après, encore plus tard, il y a complètement d'autres questions qui se posent. Et c'est valable aussi en pré-greffe. C'est-à-dire au départ, quand on arrive pour faire le bilan, on veut juste être sélectionné pour la greffe. Et une fois qu'on est inscrit, il y a d'autres questions qui interviennent et plus la maladie évolue et plus les questions, en fait, change au fil du temps. C'est bien normal. Et l'infirmière de coordination de greffe a l'habitude. Et on voit bien l'évolution des patients, que ça soit lors du bilan pré-greffe ou plus tard. Mais en effet, il y a d'autres questions qui se posent. Oui. Bien. Donc, bien écoutez, je pense que vous avez répondu à pas mal de questions. On connaît un peu plus aujourd'hui le rôle important et primordial et intense de la coordinatrice de transplantation. Donc, merci pour votre écoute. Merci pour tout le travail que vous faites. Merci pour la patience que vous avez auprès des patients, parce que je pense que ce n'est pas toujours facile. Vous avez des patients qui sont peut-être en panique, donc on ne va pas dire agressifs, mais tellement en panique qu'ils sont un peu énervés, quoi. Donc, vous avez aussi la gestion du stress des patients, peut-être aussi à supporter. Donc, merci à vous, parce que c'est vrai que dans cette situation-là, la panique l'emporte, la peur l'emporte, et donc c'est vrai que les personnes sont un peu en colère, mais pas en colère contre vous, mais en colère contre ce qui leur arrive. Donc, il faut les pardonner d'ores et déjà avant que ça ne vous arrive, parce que c'est vrai que dans cette situation-là, c'est terrible en fait. Donc, merci pour votre professionnalisme, votre écoute, votre bienveillance, votre patience et tout le travail que vous faites autour de tous ces patients qui ont vraiment besoin de vous.